évidemment, si on avait eu la chance de faire des mises en situation ensemble, on se serait rendu compte que sans méthode, qu'est-ce qui peut se passer sans méthode? Sans méthode, on ne sait pas où on va et d'un conflit, on pourrait en avoir un deuxième, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'un conflit entre mes 2 collaborateurs, eh bien, je pourrais finalement, moi, en tant que manager, rajouter de l'huile sur le feu, parce que n'arrivant pas à mettre les gens à la table des discussions, on peut finir par s'énerver et rajouter un deuxième conflit. C'est ce qu'on aurait, identifié ensemble. Donc, la deuxième chose, très, très importante, c'est que pour ceux qui forment des managers, on va revenir en avant s'il te plaît César, juste, sur la slide d'avant. Merci. C'est qu'on remarque que les managers ont du mal à être factuels. Je pense avoir quelques RH ici et je suis certain que vous avez remarqué que ce soit sur les entretiens annuels ou sur les dossiers, par exemple, de prud'homme, on n'est pas assez factuel. Par exemple, on évite les jugements, tu es agressif, tu es gros, tu es maigre, tu es grand, tu es rapide, tu es lent, au profit plutôt d'éléments factuels. Comme par exemple, au lieu de dire: «Tu es agressif», eh bien, il vaut mieux dire: «J'ai observé que, tu avais haussé le ton de la voix en le montrant du doigt et en le traitant, j'ai vu que tu l'avais traité de concombre masqué». Tout ça, c'est factuel. Comme malheureusement les personnes sous l'effet de la colère ne sont pas factuelles et qu'en plus ils rajoutent, hem, parfois du volume aux reproches qu'ils ont à faire à l'autre, tout le job du manager, ça va être d'obtenir des faits. On va le voir dans quelques secondes. La troisième chose très, 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 très importante, évidemment, ça va être d'être vigilant sur le fait que si je suis manager et que César et Cécile sont mes collaborateurs, qui doit traiter le problème selon vous? Bon, je joue sur les mots, hein, j'en conviens. Alors, je regarde dans le chat. Donc, celui qui doit traiter le problème, celui qui règle le problème, pardon, c'est bien ce sont les collaborateurs. Qui va devoir s'assurer que le problème est traité? C'est évidemment le manager. J'insiste vraiment sur cette différence car si les personnes ne viennent pas acteurs de quelque chose, eh bien, je n'irai pas à la médiation. Je répète, c'est très important. Je n'irai jamais à une médiation si les personnes, les 2 parties, ne sont pas d'accord pour se mettre à la table des discussions et on va voir qu'évidemment, les personnes ont tendance, ne vont jamais vous dire: «Non, non, non, je ne suis pas d'accord». On va mettre de la condition parfois. On va dire: «Je veux bien, mais il faut déjà qu'il fasse un effort». Cette condition-là nous fait rentrer dans un vieux triangle que vous connaissez tous, hein, le PAC, le plan d'action commerciale. Non, c'est pas le plan d'action commerciale, c'est le piège à con, le triangle de Karpman, hein, vous connaissez tout ça. C'est-à-dire que si vous essayez de gérer une médiation alors que les personnes, les victimes et les bourreaux ne veulent pas s'y mettre, vous vous mettez en sauveur et vous savez que vous terminerez victime. Donc, allons-y pour une méthodo. Donc, c'est une méthodo maison, encore une fois, hein, ce n'est pas une méthodo dans les livres. Il y en a plein de méthodes de médiation. Et là, cette fois-ci, César, tu peux passer à l'étape suivante. D'abord, on va voir chaque personne individuellement. Par exemple, dans le conflit que nous avons joué avec Cécile et avec César, Cécile étant notre manager, Cécile se doit de rencontrer César dans un premier temps et moi dans un deuxième temps, ou le contraire, peu importe, mais individuellement. Les objectifs sont très, très importants. Il va falloir avoir comme objectif principal de mettre les personnes à la table des discussions et de sortir de cet entretien avec des solutions. Et attention, nous ne sommes que dans le rendez-vous à 2, c'est-à-dire Cécile et son collaborateur, César. On n'est pas dans l'entretien tripartite où nous avons Cécile, César et moi-même. Donc, dans un premier temps, dans la situation que nous avons jouée, Cécile aurait pu ou dû individuellement faire un recadrage de niveau 1 sur le respect à César. Par exemple, il aurait pu lui dire: «César, comme tu le sais, il y a une règle importante ici, c'est le respect, car c'est ce qui fait la cohésion d'équipe. Est-ce que tu es toujours d'accord avec cette règle?» «Oui, merci». D'accord? Parce que si je ne recadre pas quelqu'un, bon, j'ai été beaucoup plus vulgaire et beaucoup plus agressif que César, tu m'en voudras pas, c'était surtout moi qu'il fallait recadrer en réalité. Mais si je ne commence pas par ce recadrage, ça sous-entend qu'en tant que manager, j'accepte un peu quand même ce qui s'est produit. Il faut juste faire attention, moi je ne vais pas trop rentrer dans les recadrages, c'est que si l'autre est très en colère, si votre collaborateur est très en colère,
face à un recadrage, il ne faut pas essayer d'obtenir un oui tout de suite. Il vaut mieux renvoyer le collaborateur dans la cabane au fond du jardin. Deuxième étape, on va demander aux personnes, à César par exemple, bah, César, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Et là, bon, vous l'avez vu sur l'écran, mais j'aime souvent demander combien de temps ça doit durer ça. Et si vous interrogez des managers, ils vont vous dire, bon, ben, pas trop longtemps, hein. Et là, je leur dis, avec les pincettes qui sont les miennes, je leur dis, ben, cache ta joie, hein, déjà, hein, parce que quand quelqu'un est en conflit avec quelqu'un d'autre, il a besoin de parler, c'est évident. Donc, je vais laisser parler le collaborateur aussi longtemps que nécessaire. Je reprends la métaphore du couple où monsieur a trompé madame. Si madame commence à parler et qu'au bout de 5 minutes, le thérapeute dit j'en ai assez entendu, évidemment, madame risque de se retourner contre le thérapeute. OK? Donc, c'est très important. Je vais laisser la personne aussi prononcer des jugements, des généralités, des distorsions. Ça n'est pas très, 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 très grave. Mais quand même, à la fin de cette étape 2, je lui dirai, tu sais, tu m'as dit qu'il était toujours comme ci. Dis-moi quand est-ce qu'il a été comme ça? Tu m'as dit qu'il était agressif. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je ne vais pas obtenir ces faits au début de cette étape, mais à la fin de cette étape. C'est très important. Troisième étape essentielle, messieurs, écoutez bien, parce que les femmes savent faire cette troisième étape, mais les hommes, non, puisqu'ils ont un rapport aux émotions. Vous êtes d'accord, mesdames, hein, quand même? Non, c'est une croyance limitante. Les hommes ont des émotions aussi. La troisième étape, ça va être de demander à la personne comment elle se sent par rapport à cette situation. L'objectif, c'est d'obtenir une émotion et de faire sortir à nouveau, et le plus possible, la colère, la tristesse. Tout ce qui va sortir dans cet entretien à deux sortira beaucoup moins dans le rendez-vous à trois. Alors, une question de coaching que certains connaissent forcément, la quatrième question, qui est César, quelles sont les conséquences en même temps si la relation reste comme ça encore pendant 25 ans avec Alain? L'enjeu, évidemment, il est double. C'est d'une part de faire dire à César que quand même, enfin de faire regarder à César l'impact de cette situation qui durerait 25 ans et de lui dire Coco, on va peut-être quand même peut-être pas attendre 25 ans. La deuxième chose, c'est que si par exemple vous posez la question à César, quelles sont les conséquences pour toi si la relation reste comme ça pendant 25 ans? Regardez bien, je ne sais pas si vous me voyez d'ailleurs. Vous me voyez dans la caméra? Parce que moi je ne vous vois pas. Mais Aurélie, vous me voyez, vous? Ouais, vous me voyez. Vous voyez, sur la caméra, si vous posez la question au collaborateur: «Quelles sont les conséquences pour toi de cette situation?» et qu'il vous dit: s'il ne voit pas les conséquences, est-ce qu'il faut aller à la médiation selon vous? Ah merci Jérôme, je t'ai vu. En fait, si la personne ne voit pas les conséquences de la situation, là aussi je vous conseille, plutôt de la faire stagner dans l'étape 4 et de la renvoyer éventuellement dans la cabane au fond du jardin en disant: «J'aimerais quand même que tu y réfléchisses aux conséquences, mais pour toi, tu vois, dans ton travail au quotidien». On est en train de faire monter quelque chose et de vider quelque chose comme vous pouvez le sentir, mais l'étape 5 est stratégique et essentielle. Je vais poser une question fermée à la personne. Tout le monde sait ce qu'est une question fermée, hein, oui ou non. L'idée, c'est de lui demander: «Est-ce que tu es OK pour te mettre à la table des discussions?» en fait. C'est une vraie question fermée. Pourquoi d'après vous? Bon, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais, pourquoi est-ce qu'on pose une question fermée? Bah, parce que, la réponse doit être binaire. Pour savoir dans quel triangle de Karpman on se trouve. Est-ce que la personne est actrice ou non? Donc, là, on a 3 solutions. Soit la personne me dit: «Oui, oui, c'est bon, je suis OK» et on va lui demander 3, 4, 5 solutions. N'hésitez pas à demander des solutions farfelues aussi. Dans les conflits, ça marche très, très bien. On va quand même pas aller faire de l'aquaponie avec l'autre quand même. Beh, parfois, même si ça fait sourire, eh bien, ça permet quand même de se détendre. Donc s'il me répond «oui», évidemment, c'est top. Le problème, c'est que dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. Non, il peut vous répondre ça, on va le traiter, mais souvent, on va vous dire: «Bah, je veux bien, mais il faudrait déjà quand même qu'il fasse un effort quand même, hein», parce que bon, eh bien, dans une médiation, je vous conseille de traiter cette réponse qui est «oui» s'il fait un effort, comme un «non». Je ne sais pas si c'est clair, mais si la personne vous dit: «Je veux bien s'il fait un effort, je veux bien si Uranus rentre en Jupiter, si ma grand-mère fait du vélo, je veux bien si», alors je vais le traiter comme un non. C'est pour ça que sur mon support là, j'ai mis tout ça dans le même sac. Oui, mais ou non, c'est pareil.
Et donc là, personnellement, moi, je ferai un petit recadrage tout gentillet de niveau 2 en disant à la personne: «Tu sais Pierre, tu sais César, comme tu le sais, il y a une règle importante ici qui est que quoi qu'il arrive, on se parle ici». J'entends par là qu'on a le droit de s'engueuler, c'est pas la question. Mais quoi qu'il arrive, on se parle. C'est ce qui fait la cohésion d'équipe, c'est ce qui fait qu'on avance ensemble, c'est ce qui fait qu'on se fait plaisir ensemble. Donc est-ce que tu es déjà toujours d'accord avec cette communication coûte que coûte, cette règle? Oui? Merci. Donc je te repose la question. Est-ce que tu es d'accord pour te mettre à la table des discussions? C'est vraiment une partie où je vous conseille d'être ferme, sachant qu'avant, on aura laissé 1 jour, 2 jours, 10 minutes, 1 heure, ça dépend, aux personnes d'exprimer les faits, les émotions, les conséquences pour eux. Mais je n'irai jamais à la médiation sans un oui. Jamais. Je vous conseille de ne pas y aller. Sinon, vous risquez d'être dans le triangle de Karpman. Alors, si vous regardez bien déjà cette première étape, comme tu le sais, il y a une règle importante ici, c'est le respect. Comme tu sais, il y a une règle importante ici, c'est la communication coûte que coûte. Pour recadrer quelqu'un, encore faut-il avoir défini un cadre. Donc évidemment, ça parle d'un sujet qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais je prends un poste de manager, la première chose que je fais, c'est que je définis des règles et des valeurs. Alors certains vont me dire: «Oui, mais dans les entreprises, il y a déjà des valeurs avec des gars comme toi, Palacio, payés 197 000 € la demi-heure, des coachs comme moi. Et nous, au COMEX, on est allé définir des valeurs». Alors ne me mets pas le bazar, tu ne vas pas demander à chaque manager d'aller définir des valeurs. Bah si quand même. Est-ce que le respect s'oppose à la créativité qu'on a définie dans le COMEX, vous voyez, dans les faits? L'idée de définir des règles et des valeurs, c'est essentiel dans une équipe parce que ça permet déjà de connaître vraiment ses collaborateurs, s'ils ont bossé sur ces valeurs. Et d'ailleurs, si je faisais un tour dans cette équipe, je suis persuadé, sûr certain, que si vous me donnez vos valeurs, c'est en lien direct avec votre personnalité. Si vraiment vous réfléchissez vraiment là-dessus. Impec. Donc, on a fait notre rendez-vous à deux. Cécile, César. Il reste à faire Cécile, Alain, votre serviteur. Donc, on va faire exactement la même chose. Et il nous restera ensuite à passer au rendez-vous à trois, à la médiation. Je me dépêche. On y va? Donc, on va demander à César de faire suivant. Yes, tu vois, là, je passe en orange maintenant. Tu vois, j'aime bien passer du rouge à l'orange. Alors, écoutez-moi bien. Une chose très importante si vous êtes manager, c'est que la symbolique visuelle dans la médiation est très, très importante. Ça veut dire quoi? Je vais essayer de vous le faire là. Je ne sais pas si vous me voyez, mais évidemment, si vous avez ici Cécile sur un fauteuil et César ici, mais que moi, je vais essayer de ne pas fermer tout le temps parce que je n'ai pas les clés, là, ça serait dommage. Je m'en fermer dehors. Et regardez bien, dans la symbolique, si je rentre dans la salle de réunion et que César et Cécile sont déjà là, regardez bien, finalement, qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, quelque chose qui risque d'être assez déplaisant dans la symbolique. Ce que je veux dire par là, c'est que si je rentre dans cette salle, ça voudra dire que Cécile est d'abord venue me chercher pour ne pas offrir cette image, cette vision-là de tiens, ils ont déjà parlé, ils ont déjà échangé. Parce que sinon, qu'est-ce que je vais ressentir à l'extérieur en les voyant? Une petite tension. Je vais rajouter un problème inutile au problème. C'était clair ça, Aurélie? Parce que c'est la seule que je vois, Aurélie. C'était clair cette affaire-là, Aurélie, ou pas? Parce que là, tu jouais le rôle d'une personne qui est dans le conflit et qui arrivait après, c'est ça? En fait, j'ai indiqué juste que, voilà, C'est exactement. ça. Tu vois, quand je suis dehors et que César et Cécile sont là pour l'entretien tripartite, s'ils commencent sans moi, ou en tout cas si j'ai l'impression qu'ils commencent sans moi, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment que Cécile se lève tout de suite pour aller me chercher dès qu'elle voit le bout du museau de César arriver. D'accord avec ça? Impec. Alors, eh bien, dans le rendez-vous à 3, la première étape, très importante, ça va être pour Cécile de rappeler à chacun: bon, César, Alain, je vous ai vus tous les deux ce matin suite à votre altercation. Alors, c'est quand même super important de le dire parce que dans une médiation, on n'est pas certain que Cécile ait vu tout le monde, puisque moi, je n'étais pas forcément là et César non plus. Donc, c'est un petit détail, mais très important. Deuxième étape très, très importante, je vais capitaliser sur ce que j'ai fait dans mon rendez-vous à deux. C'est-à-dire, vous étiez tous les deux d'accord dans ce rendez-vous pour améliorer votre relation dans le travail et c'est toujours le cas. C'est très important qu'ils se l'entendent dire pour faire sortir, là aussi, pardon pour l'expression, un peu le pu.
Alors certains me disent, mais tu es malade? Ils t'ont dit oui ce matin. Pourquoi est-ce que tu leur reposes la question? Alors ça, les amis, si vous posez la question, c'est qu'il y a une petite peur chez vous derrière, que je comprends. La peur que ça reparte en vrille ou qu'ils disent non. Sauf qu'on est d'accord, on est tous des managers courageux, dotés d'un leadership extraordinaire, courageux, droit au but, et qu'on assume tout ça. Et que bien sûr qu'on va leur poser les questions l'un à l'autre, cette question-là, afin de voir s'ils assument toujours cela. Sauf que, je vais répondre à votre question, qu'est-ce qui se passe si les gars me disent oui, je veux bien, mais quand même, il faut qu'il fasse un effort. Vous savez, comme il me l'a dit ce matin, c'est un réflexe verbal qu'on a parfois. Alors là, je vous assure que ça peut se produire et que l'autre partie, par exemple, César, est-ce que tu es toujours d'accord, toi aussi, pour améliorer ta relation comme tu l'étais ce matin? Oui, s'il fait un effort. D'accord? Oui, s'il fait un effort. La problématique, c'est que moi, je vais m'énerver si César dit ça parce que moi, j'étais d'accord un peu unilatéralement. Donc Cécile devra faire, là aussi, un rappel à la règle en disant: «Ce matin, tu étais quand même d'accord sur cette règle». Ça parle d'un recadrage de niveau 1. Comme tu le sais, il y a une règle importante qui est l'intégrité. Je dis ce que je fais ce que je dis. Est-ce que tu es toujours d'accord avec cette règle d'intégrité? Donc je te repose la question, César. Est-ce que tu es d'accord? Tu es toujours d'accord pour te mettre à la table des discussions? Oui, merci. C'est très important de recadrer César devant moi parce que moi, sinon, je vais dire que je suis le dindon de la farce. Petit test dans le chat. Je suis clair à combien entre 1 et 10, les amis, s'il vous plaît? Si vous pouvez mettre juste 10. Nadège, bon, je l'ai payé, ça c'est sûr. Valérie, Valérie, elle m'a dit 1. Valérie, c'est pas une faute de Valérie, elle a oublié le zéro. Inch'Allah, sûr, hein? Valérie, Jérôme, Steven, évidemment 9,9, ça il fallait qu'il m'en fasse une. Bon, très bien, merci beaucoup. Impec. N'hésitez pas en tout cas à intervenir, hein. Donc ça y est, ils se sont tous dit ils se sont entendus dire qu'ils étaient tous les 2 d'accord. Eh bien là, très, très important, je suis sûr que si je fais un petit sondage, vous allez me dire: «C'est le moment de leur demander les solutions qu'ils ont proposées le matin». Quel est le problème si je pars tout de suite dans les solutions? C'est qu'on s'est quand même bien attrapé avec César, on est d'accord? Et surtout si c'est un conflit ouvert, il y a des chances que, on n'ait pas trop envie de se parler. Et les solutions sont souvent des petites phrases très courtes. Donc, il va falloir quand même les faire parler un peu sur ce qui s'est passé. Et puis, il faudra les faire parler sur ce qui s'est passé, car pour l'instant, le manager n'a pas quoi? Tous les éléments pour établir la justice. Parce que vous êtes d'accord quand même que c'était César qui était en tort quand même. Tout le monde est d'accord avec moi, j'adore ces petites conférences. Tout le monde est d'accord avec moi. Forcément, hein, c'est le monologue du Zoom. Voyons, César a toujours tort. Merci Béatrice. Voilà une fille bien. Donc plus sérieusement, évidemment, je vais demander à chaque partie de me donner tous les faits que j'ai écrits sur mon petit cahier ici, tous les faits. Vas-y, c'est à toi César, raconte-moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais avant de leur demander d'envoyer des faits, comme tout le monde n'a pas fait des formations en communication, on va leur dire: «Mais attention messieurs, il y a des règles. Pour une médiation, on établit des règles. Je ne veux que les faits que vous m'avez donnés ce matin, donc pas de jugement, pas de généralité. Tu es toujours comme ci, tu es toujours comme ça, tu es ceci, tu es cela, ou des distorsions. Je vois bien que tu m'aimes pas. Je vois bien que de toute façon, je te prends la tête. Voilà, tout ça sont des interprétations du non factuel. Donc, je ne veux que les faits que vous m'avez donnés ce matin. On fait parler chaque personne. Il faut que j'avance un petit peu. Chaque partie va présenter les solutions et surtout, 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 on va annoncer un suivi. Si je vous dis ça, c'est que statistiquement, il n'y a pas de suivi à cet entretien. Mais pour l'instant, vous êtes d'accord que le problème n'est pas du tout traité. Pour l'instant, on a juste mis en place les éléments pour traiter le problème avec quelques solutions et il faudra faire un suivi. C'est une question de crédibilité. J'ai noté de leadership également. On n'a peut-être pas envie de suivre un patron ou un manager qui réagit en disant: «Ouais, mais bon, ouais, tu sais comment il est, bon, c'est bon, le sujet est clos, faites-vous la bise». Au passage, on ne fait pas la bise, on ne se serre pas la main
parce que quand vous forcez à quelqu'un alors que vous venez de, voilà, de vous attraper avec lui, si vous forcez 2 personnes, pardon, à se serrer la main, c'est peut-être pas le moment, hein, voilà, bon, on pourrait débattre là-dessus. OK, donc on a fait ça. Je ne l'ai pas noté, mais quel outil, est-ce qu'on pourrait utiliser pour faire ce suivi? Un des outils de management, ça serait l'entretien de coaching. Par exemple, la semaine prochaine, on se retrouve tous les 3 et Cécile nous dit: «Bon, qu'est-ce qui a avancé depuis la dernière fois? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quels ont été les points d'achoppement? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quelles ont été les conséquences pour chacun d'entre vous? Pour quelles raisons? Pourquoi? Quel serait, l'objectif pour la semaine prochaine? À quelle solution est-ce que vous avez pensé? Comment allez-vous vous y prendre et quand?» Et on se retrouve dans une semaine pour en parler. Entretien de coaching, one to one, point fixe, selon, le nom que vous lui donnez. Voilà un outil de médiation, encore une fois, qui est maison. Il y en a plein d'autres d'outils de médiation. Je vous propose, César, sans rancune, de passer à la slide numéro 7. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus, je ne sais pas. Oui! Ah oui, oui, oui. Alors, dans les conflits fermés, tu peux peut-être revenir en arrière, César, juste un instant, pardon. Un conflit fermé, c'est quoi? Bah, c'est la majorité des conflits. C'est, ce serait intéressant d'ailleurs de demander à chacun dans le chat, je vais vous poser une question, vous allez y répondre. À partir de quelle relation entre 1 et 10 vous considérez que, il y a il faut traiter le conflit? 10, la relation est super bonne. 0, ils ne se parlent plus depuis 10 ans. D'accord? Donc je répète ma question. À partir de quelle relation entre 1 et 10 vous pensez qu'il faut faire ce genre de médiation? Entre 1 et 10. Donc Nathalie, je suis tout à fait d'accord. César 6, Nadège 6, Yvan, que je ne connais pas, Agnès 7, 7, 7. Bah, je suis tout d'accord avec vous, 7, 7, c'est bien. En fait, évidemment, il vaut mieux faire du préventif que du curatif. Impeccable. Ouais, vous êtes tous d'accord. Mais Muriel, elle est ambitieuse aussi, mais je te connais bien. Françoise qui a mis 2. Françoise, 2, là, le problème est bien installé, on est d'accord? Et le risque, c'est que ça soit plus difficile de le traiter. En tout cas, il vaut mieux régler le problème quand on est à 9 que quand on est à 2. Ça, je pense que tout le monde dira la même chose. J'ose dire 5, Jérôme Steven. Écoute, si tu veux t'user, oui. Moi, je t'invite plutôt à régler le problème quand il est à 7. Mais c'est un peu subjectif comme analyse de ma part. Donc un conflit fermé, c'est la même chose que ce qu'on a fait avec César, sauf que ça ne se voit pas. Il y a du ressenti. On voit bien que les courgettes, quand sur le plan de travail, s'accélèrent quand on coupe les courgettes, mais il n'y a pas de problème, on insinue, on sent qu'il y a quelque chose de, comment dire, il y a du non-dit. OK? Alors, petite astuce, c'est que si vous devez faire des rendez-vous à 2 et des rendez-vous à 3, il pourra vous arriver rarement, mais il pourra vous arriver que certaines personnes vous disent: «Oh non, mais moi, il y a pas de problème». Alors pour ceux qui ont fait, de la connaissance de soi avec du MBTI, méthode des couleurs, Golden, Ennéagramme ou autre, eh bien, vous savez qu'il y a des personnes qui fuient les conflits. On les connaît forcément, il y a des personnes qui enfin, ça fait plaisir à personne, le conflit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que certaines personnes n'aiment pas beaucoup ça et vous di et risqueront de nier. Donc les techniques que je vous propose qui sont toutes simples, là, ça pourrait être, par exemple, là, tu peux passer à l'étape suivante, César, merci beaucoup. Ça pourrait être tout simplement, dans un conflit fermé, je vais le traiter de la même façon, mais si la personne nie qu'il y ait un problème ou qu'il y a un problème, bah, je peux lui demander quelle est sa relation, entre 1 et 10 justement. Ta relation entre 1 et 10, tu la mets à combien, César, avec Alain? Oh ben 9, 9, ouais, mais qu'est-ce qui manque pour arriver à 10? Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Ah, si César, et on le connaît comme ça, est vraiment de mauvaise foi, il pourrait dire: «Oh ben 10, 10». Bon, ça ne vous arrivera jamais, mais si j'avais la question, je dirais que ça serait intéressant du coup de demander à César: «Bon OK, pour toi une relation à 10, c'est quoi César? Vas-y, liste-moi. Vas-y, tac, 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 tac». On va lister des critères, je vais peut-être en rajouter aussi, également, et puis ça serait intéressant de demander à César de s'évaluer sur chaque critère. Mais ça serait intéressant que Cécile, si César lui dit pas la vérité, lui dise, «Quand même César, en fait, c'est pas avec Alain que tu as un problème. En fait, c'est avec moi». «Bah si. Est-ce que tu peux m'expliquer César comment je m'y suis pris
pour que tu me dises plus les choses? Ben si, forcément. Alors, quand un collaborateur crie dans votre bureau, quand il gueule auprès d'un autre collaborateur ou quand il ne vous dit pas les choses, il y a un sujet essentiel qu'on n'a pas abordé, c'est qu'il le fait à son collègue, mais il le fait à vous aussi. La question, c'est quelle est ma part de responsabilité dans le fait que mes collaborateurs ne me disent pas les choses? Quelle est ma part de responsabilité dans le fait que deux collaborateurs ne veuillent pas se mettre à la table des discussions? Quelle est ma part de responsabilité dans le fait que les gens ne me disent plus les choses et qu'ils ne se parlent plus entre eux? En fait, euh, je trouve qu'il est important d'interroger la relation entre Cécile et César dans le petit exercice qu'on a fait comme repère de cette conférence. Je trouve que c'est, dans chaque conflit une question essentielle. C'est pour ça que je suis, un ayatollah un peu du one to one, du point fixe, de l'entretien de management. Voir nos collaborateurs toutes les semaines comme un entraîneur dans les tribunes, on refait le match. Évidemment, on parle du chiffre d'affaires et de la marge, mais on parle de toi et moi, de toi et les autres. On parle de tout un tas de sujets, de notre lien, de notre complicité, pas de notre amitié, ça parle pas de ça. Ça parle du fait qu'on se dit les choses dans les 2 sens et on est ensemble et on grandit ensemble. OK. Je ne sais pas ce qu'il y a sur la slide suivante. Surprise. Vas-y. Ah oui! Alors bon, ça, on peut passer, c'est des petits conseils, ne tenir compte que des faits et cetera. Alors, je suis un peu ambitieux là, mais, pour ceux qui sont un peu farfelus et qui osent tout, il y a quelqu'un dans la salle un jour qui m'a appelé. C'est un manager qui est dans la salle, courageux d'ailleurs. Je pensais pas qu'il oserait faire ça, hein, et qui m'a dit: «Je suis embêté, moi j'ai 2 gars, ils veulent pas être à la table des discussions. Qu'est-ce que tu fais Alain?» Ils se font la tête et surtout j'en ai un qui veut pas se mettre à la table des discussions. Alors cette méthode de PNL, que j'adore, qui est vraiment une super méthode, enfin j'aurais aimé l'inventer, hein, mais pas de moi, ça c'est sûr. Et bien, moi j'appelle ça les 3 chaises. Bon, la méthode est la suivante. On va imaginer donc que César ne veut pas se mettre à la table des discussions avec Alain. Donc on va oublier Alain 2 secondes et on va demander à César de s'asseoir ici. Je ne sais pas si tu voyais ma souris, mais à la place numéro 1, sur toi César. Merci César. Et Cécile, elle, est très très loin, à hauteur du chiffre 9 là-haut, en haut à gauche, vous voyez? Là-haut, en haut à gauche. Elle est loin de cet espace-là. Et elle parle à César. Et elle dit à César: «Tu vois César, en face de toi, là tu es assis sur une chaise, eh bien, tu vas regarder la chaise numéro 2, qui est vide. Il n'y a personne dans cette chaise. Et tu vas m'expliquer tout ce que tu as reproché à Alain. Et vas-y, lâche-toi. Alors vas-y. Et là, vous envenimez même la situation. Il dit: allez, quoi d'autre? Vas-y, raconte. Et Cécile note tout ce qui est dit par César. Et surtout, elle ne se met pas dans le champ d'action entre toi et lui. Très, très important. Évidemment, là, César va se lâcher parce qu'il est à l'intérieur de lui-même. C'est fastoche et il y va. Et surtout, vraiment, vous poussez le bouchon en lui disant quels sont les autres moments où il t'a agacé, quelles sont les autres choses que tu as à lui dire. Ne prends pas de pincettes, dis-lui, cache. L'objectif de tout ça, c'est d'une part, comme dans la médiation, de montrer à César que ça vous intéresse, moi, Cécile, ça m'intéresse ce que tu as raconté, ta souffrance m'intéresse. La deuxième chose, c'est de permettre à César de se vider de toute la colère acquise, évidemment. Et évidemment, ça va lui permettre de peut-être, commencer à faire un bout de chemin pour aller à la médiation. Mais on n'y est pas du tout encore et on va demander à César de s'asseoir sur l'autre chaise vide, la numéro 2, donc sur la chaise de lui, c'est-à-dire la chaise d'Alain qui est vide. Alain n'est pas là du tout. Et donc là, on va dire à César: «Écoute César, j'aimerais vraiment que tu exprimes, pardon, Alain, excuse-moi, chaise numéro 2. J'aimerais que tu exprimes à César, donc à cette chaise vide qui est en face de toi, tout ce que tu as à lui dire». Alors là, il faut être un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on demande à César de se mettre à la place d'Alain. L'enjeu, vous l'avez compris, c'est de lui faire prendre de la hauteur sur la situation, de faire montre de plus d'empathie vis-à-vis d'Alain, parce qu'il est à la place d'Alain. En clair, de comprendre, si je peux dire un dernier gros mot, quelle est l'intention positive de l'autre imbécile de Palacio quand il t'emmerde.
En fait, c'est ça l'idée, de faire preuve d'empathie, de se mettre à la place d'Alain. Alors évidemment, cette étape, Cécile, elle va en baver quand elle va la faire parce que César aura du mal à se mettre à la place d'eux. Mais il faut l'assumer, cette partie. Il faut l'assumer et puis laisser sans pression le temps au temps aux collaborateurs. Et là, vous vous dites: «Oh, si c'est ça le truc, mais je ne me vois pas faire ça dans ma boîte et cetera». Bah, j'ai envie de vous dire, réfléchissez un peu parce que parfois, c'est bien aussi de déstabiliser, d'oser autre chose, de faire bouger les personnes, de faire du mouvement. Parce que forcément, on a des perceptions totalement différentes des problématiques et puis d'oser le faire. Et puis, on n'est pas à l'abri que les collaborateurs soient totalement heureux d'avoir un manager qui s'intéresse à eux. Ensuite, on va demander à César de s'asseoir sur la troisième chaise, la chaise EX, d'accord? Et là, Cécile, qui est toujours sur son œuf là-bas, hein, plantée sur son œuf, elle est toujours en train d'écrire tout ce que dit César. Et elle va dire à César: «César, est-ce que tu vas au cinéma parfois?» «Ah oui, tu vas au cinéma et tu vas où?» «Ah ben, je vais à Lingostière tranquillement». «Et tu fais quoi? Tu manges des pop-corn, des M&M's?» Vous voyez, on noie un peu le poisson. On va parler d'autres choses pour faire prendre un peu de recul déjà émotionnel à César. Et on va lui dire: «Tu sais, aujourd'hui, regarde bien devant toi». Donc on va essayer de le mettre devant un mur blanc, devant un mur, peu importe la couleur. On va lui dire: «Tu sais, aujourd'hui, tu es au cinéma, en fait, César. Tu es au cinéma et regarde bien. Ah tiens, ça y est, regarde, il y a le générique qui commence. C'est la fabuleuse histoire de Alain et César. Et toi, tu es le metteur en scène et j'aimerais, César, que tu me dises concrètement comment est-ce que tu pourrais faire pour, si tu es le metteur en scène, si tu es hem, c'est pas le metteur en scène, c'est le pardon, je cherche le nom. Bon, peu importe, c'est le metteur en scène. Pour que le film se termine bien, qu'est-ce que tu conseillerais déjà à Alain? Tu le vois l'acteur là? Regarde, il est en train de dire et là vous lisez tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Oh, il est en train vraiment de se prendre le nez avec l'autre, voilà. Tu as vu César, comment est-ce qu'il agit? Tu as vu ce qu'il est en train de faire? Regarde ce qu'il est en train de dire. Quel conseil tu donnerais d'abord à Alain et quel conseil tu donnerais à César? Alors évidemment, si c'est fait dans l'intimité, ça ne peut être fait qu'à 2 personnes, c'est-à-dire César et Cécile. Évidemment, ça peut être un exercice qui peut être un peu secouant, mais qui a pour objectif forcément, de faire prendre de la hauteur, de construire un plan d'action, un début de plan d'action et surtout de remettre à la table, les gens à la table des discussions. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas fait peur avec cet outil, mais c'est un outil, que vous connaissez, certainement, pour ceux qui accompagnent des, personnes. Voilà 2 méthodes. Donc on a vu, enfin plusieurs méthodes. La méthode de médiation avec le rendez-vous à 2, le rendez-vous à 3. On a vu quelques astuces pour le conflit fermé, en s'interrogeant sur notre part de responsabilité dans le fait que nos collaborateurs ne se parlent plus. Et on a vu également la méthode des 3 chaises. Tout ça, évidemment, c'est du curatif et je vous propose d'échanger un peu sur le préventif. On y va, César, it's your time. Alors, une chose que j'aime beaucoup faire, on pourrait, par exemple, pour ceux qui j'imagine que j'ai des managers. Est-ce que j'ai des managers d'ailleurs dans la salle là? Voyons, est-ce que j'en ai? Scénariste, merci, oui, réalisateur aussi, Daniel, c'était ça. J'ai des managers, très bien. J'en ai au moins un, une, Maud. Eh bien, un exercice qui peut être intéressant 2-3 fois par an, c'est, j'aurais pu le faire là d'ailleurs. Maud, est-ce que Maud m'entend? Ah, oui, je vous entends. Oui, Maud m'entend. Alors, je vais être obligé d'aller dans une salle de formation, hein, bougez pas. On va faire un exercice ensemble, d'accord? Vous m'entendez? Ah, je veux bien la faire, mais en fait, j'ai un gros problème de connexion, donc ça peut couper. C'est pas Voilà. grave, on essaie, D'où on le n'est fait pas qu'il n'y ait pas la caméra. un coup de chance et ça pourrait fonctionner. Vous savez quoi? Vous allez me donner le faux prénom d'un collaborateur, mais vous allez penser à un vrai collaborateur. Comme c'est un peu intime, je vais vous demander Ouais, de réfléchir. Moi, je vais l'appeler Pierre, mais vous voyez ce collaborateur, vous l'avez bien en tête? oui, OK. Donc, on va l'appeler Pierre, d'accord? Pierre, il travaille avec Maud, on est d'accord? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a oui. écrit au tableau? Ouais, bon, j'écris très très mal, hein. Pierre, il travaille avec qui d'autre? Avec Kevin. Kevin. Qui d'autre? Euh, Il travaille avec Ludivine. d'autres services. Un autre Kevin? Non, Ludivine. Ah, Ludivine, pardon. Sinon, je saurais comment il faut être embauché chez vous, hein. Ludivine. Est-ce que Pierre travaille avec d'autres personnes, peut-être dans d'autres services? Oui, Citez-moi 2 personnes dans un autre service. direction juridique.
la direction juridique ouais, on va l'appeler Joséphine, la direction juridique, d'accord. Et la communication, Anne-Sophie. Anne, d'accord. La complicité entre Maud et Pierre, ici, entre 1 et 10, vous la mettez à combien, Maud? 1. Bon bon exemple. Sachant que 10, c'est top et 1, je crois que je vais le virer, le gars, on est d'accord, hein? Voilà. Allez, entre Pierre et Kevin, Je dirais plutôt 5. plutôt 5, d'accord. J'espère que je ne vous estourdis pas avec mon Non, ordinateur. non, non, c'est un exercice. Et avec Joséphine de la direction financière, entre Pierre et Joséphine de la direction financière, combien entre 1 et 10? Plutôt 3. Plutôt 3. Ah oui, il fait l'unanimité, Pierre, hein, dis donc. Ouais, ouais, bah, Ludivine, Ludivine et Pierre, ouais, 5, ouais, ouais. 5. Et Anne-Sophie et Pierre, On est à plutôt 3. plutôt 3. En tout cas, Maud, pourquoi est-ce que j'ai fait faire cet exercice? Bon, merci déjà d'avoir joué le jeu. C'est tout simplement pour avoir votre perception. Mais si je faisais faire l'exercice à Pierre, on est d'accord que j'aurais peut-être des notes plus hautes ou plus basses. Vous êtes d'accord ou pas? Tout à fait d'accord. Donc, l'idée, c'est de faire cette petite marguerite là, de temps en temps dans les points fixes à nos collaborateurs pour savoir s'il n'y a pas des choses sous l'iceberg. Vous voyez? Et j'aime beaucoup ça parce que c'est tout simple à faire. C'est vraiment tout simple. Il faut que je me dépêche. Il est 23. Et ça permet surtout de faire du préventif et de traiter le problème quand il est à 7, comme vous l'avez suggéré tous tout à l'heure dans le chat, à part Jérôme, qui lui m'a mis 5. Franchement, tu rigoles, tu déconnes, Jérôme. Et donc voilà, un petit outil de préventif. Évidemment, on va passer à l'outil suivant que je préfère, un outil un peu plus complexe, mais très agréable. Un exercice que j'aime bien faire déjà avec mon équipe, puisqu'on on a de quoi faire ici, mais également chez mes clients. Par exemple, on va faire donc un speed meeting un peu comme un speed dating. Vous mettez toute l'équipe en binôme et vous vous mettez dans ce binôme, évidemment. Vous voyez, je me suis mis en orange avec Benjamin en binôme. J'ai mis Françoise et Nathalie en binôme. J'ai mis Pierre et Paul en binôme et Laurence et Étienne en binôme. L'idée, en fait, c'est de donner 2 minutes à chacun de ces binômes en même temps et de leur demander de se poser des questions comme qu'est-ce qui va bien entre toi et moi? Que devrais-je améliorer, Benjamin, vis-à-vis de toi? Et comment est-ce qu'on pourrait mieux fonctionner ensemble? Et évidemment, Benjamin va me poser ces mêmes questions ensuite. Ce qui va permettre évidemment de jouer un peu plus la transversalité dans votre équipe déjà, de faire des exercices qui sortent un peu de l'ordinaire, pour éviter le moi j'essuie les verres au fond du café. Vous voyez, la rengaine, c'est ce qu'on va fuir. Et puis surtout, ce que vous allez faire, une fois que les 2 minutes sont écoulées, paf, vous allez mettre Nathalie et Benjamin en binôme. Moi, je vais aller voir Françoise. Paul et Étienne vont se mettre en binôme et Laurence et Pierre vont se mettre en binôme également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 15 collaborateurs, c'est un exercice qui dure 30 minutes, en gros. Oui, c'est ça, puisque vous devez voir 15 personnes, 30 minutes. Souvent, sur les 2 premiers tours, les personnes vont vous dire mais c'est quoi cet exercice? C'est un peu bizarre, etc., etc. Mais je vous assure, c'est effet garanti. Au bout de 3-4 tours, quand vous direz 2 minutes, les gens vont dire mais non, mais attends, on n'a pas terminé, on n'a pas terminé. Il y a un petit exercice de chauffe qui est très important. Voilà. Et puis quoi d'autre? Un dernier point peut-être, parce qu'il me reste 5 minutes. Vas-y, César. À part le speed meeting et ma petite marguerite, dans le fait de faire du préventif, alors un des exercices de prédilection, forcément, ça va être de faire de la connaissance de soi. Bon, on sent que c'est très, très important de faire de la connaissance de soi avec tous les outils que vous connaissez certainement, méthode des couleurs, Insight, DISC, méthode arc-en-ciel, méthode Golden, méthode Enneagram, c'est un peu ma préférée. Je ne sais pas la citer en premier, mais parce que voilà, chaque coach a sa marotte un peu. Faire de la connaissance de soi, c'est comprendre quelle est l'intention positive de l'autre imbécile quand il m'embête. Je suis différent. Ma carte du monde n'est pas le territoire. Donc, deuxième étape qu'on peut travailler ensemble aussi, une fois qu'on se connaît, c'est se définir un objectif commun partagé. On appellera ça une vision.
après avoir fait peut-être un constat de notre équipe, on va se demander de quoi est-ce qu'on serait le plus fier en tant qu'équipe, quelle équipe on veut partager. Le risque de ça, de la vision, c'est de s'en tenir là et de ne pas passer en mode stratégie ensuite et surtout en mode plan d'action. Euh, J'ai des consultants ici qui le savent. Si on ne va pas jusqu'au bout du plan d'action et du suivi du plan d'action, évidemment, on a soulevé un espoir dans l'équipe en termes de cohésion qui peut retomber voilà, tout doucement, même très fort. Donc, définir une vision. Donc, on peut faire un SWOT, par exemple. Ensuite, définir un objectif commun partagé. Ensuite, une stratégie, c'est-à-dire que pour être cette équipe, quel environnement on doit créer, concrètement, comment est-ce qu'on doit s'y prendre, pour quelle organisation on doit mettre en place, quelles sont les compétences relationnelles ou organisationnelles qu'on doit apprendre pour être cette équipe-là, quelles valeurs on décide de respecter ensemble et quelle est ma mission à moi, membre de cette équipe, pour être cette équipe-là. Donc là, on a des axes stratégiques qui restent à faire un plan d'action autour de chacun de ces axes. Pardon. Étape 3, se construire des souvenirs ensemble. Moi, j'ai noté ça comme ça, se construire des souvenirs parce que partir ensemble, marcher ensemble. Jérôme connaît quelqu'un, un ami qui n'est plus là malheureusement, mais je faisais des séminaires pour lui. Il me disait Palacio, 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 Palacio. Non, 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 on ne va pas faire de l'acrobranche du machin. D'ailleurs, moi, j'aime pas trop ça non plus, mais on va aller marcher. Allez marcher. Allez marcher avec vos collaborateurs. Marcher, juste marcher. Marcher parce qu'on est tous ensemble. Marcher parce que c'est à la portée d'à peu près tout le monde. Marcher, c'est parler, c'est échanger et c'est construire des souvenirs. Alors évidemment, on peut faire aussi tout un tas de choses qui n'est pas notre métier, nous coachs, mais des team building, des activités, du point de croix et du macramé. Et puis surtout, pensez à célébrer vos succès pour renforcer cette cohésion de manière préventive. Dernière étape, monsieur César, question-réponse. Ah ben voilà, tiens, ça c'est José qui m'a fait un QR code pour avoir le support. Il est trop fort. Si vous voulez le support, il suffit de faire un QR code et on vous l'envoie comme ça. Vous pouvez l'avoir. Et puis voilà, question-réponse. On y va, question-réponse? Je vous ai perdu là. Est-ce que je dois chercher un défibrillateur là pour tout le monde ou pas? Hein, tu nous as pas perdus. Sûr, tu dis ça pour faire du social ou quoi? Pas du tout. C'est vrai? J'ai l'air Il y a fatigué. quelques questions déjà dans le chat. Tout est Ah. en On a quelques questions. On a eu pas mal de remarques, en fait, des gens qui ont rebondi au fur et à mesure de l'intervention. D'accord. Alors, bon, peut-être qu'il y a des questions qui ont été posées et tu as répondu entre-temps. Il y a une personne qui disait, ne vaudrait-il pas mieux une personne neutre extérieure pour résoudre le conflit? Donc, peut-être quelqu'un qui ne soit pas interne à l'entreprise. Un consultant payé 197 000 € comme Béatrice et moi, tu es d'accord, Béa? Béatrice, on est d'accord. Ouais, un peu plus, hors taxe. Oui, Non, hors taxe, hors taxe. je plaisante, je pense que vous avez raison. Enfin, il y a un côté centriste. Il y a un côté, il nous arrive, en ce moment, par exemple, on intervient dans une unité de prod parce qu'il y a beaucoup de tensions et forcément, le manager étant partie prenante dans ces tensions, on prend un médiateur externe, ça c'est vrai. Mais quand même, s'il y a d'autres consultants comme moi, vous savez que malheureusement, parfois, trop de managers se défaussent un peu de leur responsabilité. Et donc, oui, une personne externe, quand c'est vraiment tendu et quand la personne est engagée, maintenant, si quand même le manager peut en profiter pour augmenter son leadership et embarquer les gars avec lui en disant, allez, on refait le match ensemble, on va dans les vestiaires et allez, on y va, c'est quand même, je trouve que ça a peut-être plus d'élégance finalement, même si malheureusement, parfois, il faut faire appel à des gars comme nous. Il faut bien qu'on paye la voiture. Il faut bien qu'on passe de Kia à Porsche. Tout à l'heure, on parlait aussi d'empathie, de comprendre le point de vue de l'autre, de se mettre à la place de l'autre, de prendre du recul. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé si ça n'était pas le concept d'altérité. Oui, absolument. Bien vu. C'est extrêmement difficile par contre. Ça demande… En fait, la pire des choses dans une médiation, je ne sais pas si vous ressentez ça, c'est qu'on peut faire preuve d'empathie, se mettre à la place des autres. Ça parle d'altérité. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas oublier, pour nous, coach, je trouve que c'est globalement assez facile. Parce qu'on est extérieur au problème.
Et quand tu es manager, quand ton collaborateur qui ne va pas bien, quand il y a des tensions et qu'il faut suivre des objectifs derrière, etc., l'altérité, l'empathie, tout ça, c'est parfois un peu plus difficile. On a une pression qui est… moi, je l'ai vécu en tant que coach débutant, par contre, ça, quand j'avais 0 client, vous savez. Là, l'altérité, mon empathie avait certaines limites au sens où quand on te fout la pression pour que les gens reviennent à la table des discussions, parfois, tu peux manquer d'empathie aussi. Donc, ce n'est pas toujours simple. Bon, je ne sais pas si je réponds aux questions, mais c'est ce que ça Tu m'inspire. brodes, c'est bien. Ça Ça permet va de répondre peut-être à d'autres questions. Alors là, il y en a une autre. Donc on parlait de personnes qui peut-être étaient dans la négation et qui disaient mais non, je vois pas où est le problème. Si le collaborateur il est vraiment braqué et qu'il est vraiment il est dans le déni jusqu'au bout, est-ce qu'il y a une solution, une dernière solution possible? Alors, il y a 2 solutions. Soit on vire le collaborateur, soit le manager. Bon, je blague, mais quand même, il y a un peu de vérité dans ce que je ressens. Comme dans beaucoup d'entreprises, on va y aller peut-être un peu fort pour que les personnes viennent à la table des discussions. Parfois, on va mettre sous le tapis en disant mais tant pis, hein, on ne le donne pas à boire à l'âne qui n'a pas soif, à un moment donné. On entend ça aussi dans ce genre de situation. Non, ce que ça m'inspire, Cécile, tu vois, dans cette question, je ne sais pas qui l'a posée, c'est que quand quelqu'un dit ne veut vraiment pas y aller, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai parlé du fait de définir des règles et des valeurs dans une équipe. Franchement, moi, j'oblige personne à venir chez moi. Vous voyez, chez ABP Consulting, franchement, on est 12. Je te jure, j'ai forcé personne. Mais avant qu'ils rentrent, je leur dis toujours 2 choses. La première, c'est qu'ici, on se parle. Mais sinon ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas gérer une équipe qui ne se parle pas. Et je ne peux pas faire parler les gens à leur place. Donc, je définis cette règle comme importante. Et puis, la deuxième règle, qui est un peu en décalage avec ça, c'est la responsabilisation. Ça parle de Karpman, cette histoire. C'est que la différence entre quelqu'un d'heureux et malheureux, ce n'est pas les événements qui leur arrivent. La question, c'est que face à un conflit, il va bien falloir que je me remette en question. Est-ce que j'ai le pouvoir de faire différemment? Est-ce que quelqu'un m'enlève la permission d'aller à la FNAC en disant comment communiquer avec l'autre imbécile? Il y a bien un imbécile qui a écrit un bouquin sur les imbéciles, j'imagine. Donc, ces 2 valeurs-là sont super importantes. Quoi qu'il arrive, on se parle. Je vais vous donner un autre exemple d'ailleurs, lié à ça, à ces règles. Je suis en train donc de répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un ne parle pas? Donc, je définis une valeur qui est la communication coûte que coûte. C'est ça ma réponse. En lien avec cette valeur, il y a un sujet qui est vachement intéressant, c'est qu'est-ce que tu fais, Palacio? Alors, qu'est-ce que tu fais, Béatrice, quand l'autre, il sent mauvais? Ben oui, parce que toi, ça te pose un problème de dire à quelqu'un qui sent mauvais? Ben, ça veut dire que si c'est ton collaborateur, ça veut dire que tu as un problème avec ton collaborateur, ça veut dire que tu ne dis pas les choses. Si j'avais défini des règles au départ, en disant que quoi qu'il arrive, on se parle. Moi, c'est ce que je fais. Et je leur dis, quand ils arrivent ici, je leur dis, tu sais, si un jour je ne pue de là ou je ne pue de là, il faut que tu me le dises. Il faut que tu me le dises. Mais moi, je te le dirai aussi. Et ça change tout. Il vaut mieux se définir dès le départ plutôt que de se défendre après. Donc, ce que je voulais te dire par rapport à ta question, Cécile, c'est que si quelqu'un ne communique plus, pour moi, il n'est plus dans le jeu. Ce que je ferais, c'est que, quand même, je ne vais pas le virer. D'abord, faire la méthode des 3 chaises que je vous ai montré tout à l'heure. Vous vous rappelez? La méthode un peu… Parce que ça veut dire qu'il y a du pu à sortir, etc. Et puis surtout, avant de le recadrer, je m'interrogerai vraiment sur ma part de responsabilité en tant que manager. Franchement, quelqu'un ne veut plus parler à quelqu'un dans mon équipe. Mais on a un souci là. Et je vous assure, ce n'est pas le collaborateur le problème. Vraiment. Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça en tout cas. Donc, c'est ma réponse. Et il faut bien qu'on récolte un peu ce qu'on a semé quand même, non? Alors, il y a une autre question de Françoise. Une injonction à parler peut-elle être efficace quand la personne est submergée par ses émotions? C'est-à-dire une injonction à parler, c'est-à-dire stop. Françoise, tu peux peut-être allumer ton micro et ta caméra si tu veux préciser. Je vais voir un visage de plus. D'abord, merci à Nathalie, Béatrice, Jocelyne, Aurélie et César. Je vous vois, je me sens moins seul. Je suis content. Donc, Françoise, ton micro, il est éteint. Françoise est repartie dans la cabane au fond du jardin. Elle est là, moi je la vois, elle parle, mais le micro est éteint. Ah, tu la vois? Ouais. On doit faire quoi pour la voir? Peut-être en haut à droite, affichage, et tu as tout le monde qui s'affiche.
Pardon. Ah, mais oui, je vois plein de gens. Je vois Jérôme Steven qui est tout bronzé d'ailleurs. Ah ouais, Françoise, en bas à gauche de ton écran, il y a petit le. Fredo qui est là. Je suis Ah, content. Sandrine, bonjour on- Sandrine. Ça y est, j'étais concentré sur mon truc. Au revoir. Alors, il y a Kazé. Elle est Voilà, là? Françoise, je crois que c'est bon. Ah, vas-y, Françoise. Mais on t'entend pas. Bon, Ah, alors peut-être dans le chat, sinon. euh, Je pense qu'elle est en train d'écrire. Jérôme se gratte le front. Ouais, il adore être dans la lumière. Il faut bien que je t'embête. Bon, là, tu vois tout le monde. Enfin, en tout cas, une partie, tu Ah vois. oui, je vois tout le monde. Ah, Mais voilà. Du coup, Françoise, peut-être qu'elle pose sa question par écrit. Je vais aller voir dans le chat. Non, elle est en train de. Je pense qu'elle est en train d'écrire. possible. Une autre question en attendant ou... Alors, de Jocelyne, comment faire lorsque les conflits sont entre des personnes à distance? Les méthodes sont-elles applicables en visio? Doit-on faire venir les collaborateurs sur place ou est-ce qu'on gère le conflit à distance? Ouais, si c'est possible, il vaut mieux que les personnes soient présentes, Et évidemment. si vraiment pas possible, comme le premier confinement, où là, on n'avait pas le droit de se déplacer, comment on peut gérer ça à distance? Ou même, j'imagine, il doit y avoir des managers qui parfois sont amenés à gérer des conflits de personnes qui sont, parce que ça se fait de plus en plus, notamment avec ce qui s'est passé avec le remote work, des gens qui sont dispersés dans le monde entier. Comment on fait pour gérer ça? C'est obligé de faire la médiation à deux, enfin, pardon, le rendez-vous à deux, la médiation, mais évidemment, ça change quand même beaucoup les choses. Ça me fait penser à une question d'ailleurs, enfin, une chose. Ce que j'aime bien parfois pour répondre à la question d'avant, désolé, ça y est, je suis revenu à la question d'avant. Tu sais, quand quelqu'un est vraiment braqué, j'aime bien aller avec lui dans la cabane au fond du jardin, c'est-à-dire marcher avec lui. Regardez, si je suis en conflit avec vous, voyez, je vous regarde, on est comme ça. L'idée d'aller s'asseoir ensemble, vous voyez, on va s'asseoir ensemble et on va regarder dans le même sens, on va aller se mettre sur un banc en disant je ne te reconnais pas. Ça, c'est vraiment bien de changer de position. Un peu comme, vous savez, quand vous avez un conflit client, par exemple, on travaille avec les ports, par exemple, de la Riviera, et ils ont une stratégie que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que quand vous avez un conflit avec un client, c'est moi qui ai un conflit avec le client, très bien. Eh bien, on sait que l'important, c'est de faire venir une tierce personne qui va changer d'angle et donc proposer un autre angle de vue au client. C'est aussi une bonne stratégie. Donc, Françoise, on fait une autre tentative ou pas alors? Quand on demande aux collaborateurs, c'est toujours OK pour se parler. Oui, il y a un moment où je demande aux collaborateurs, est-ce que tu es OK pour te mettre à la table des discussions? C'est à ça que vous voulez faire référence, Françoise? Oui, Oui. c'est ça. Je lis sur les lèvres, oui, c'est ça. Tu toujours OK pour se parler? Oui. Donc là, ça y est, je vais demander. Il m'a dit, s'il me dit oui, non, s'il dit quoi? C'est dans le rendez-vous à 3 ou dans le rendez-vous à 2, Françoise? Montrez-moi 3 ou 2, peu importe. Au revoir, Vanessa. Dans le rendez-vous à 2, je lui demande, et dans le rendez-vous à 2, je lui demande, est-ce que tu es d'accord pour te mettre à la table des discussions? Soit il dit oui, soit il dit non, soit il dit peut-être. Ensuite, dans le rendez-vous à 3, je leur dis, je vous ai vus tous les deux ce matin suite à votre altercation. Vous étiez tous les deux d'accord pour vous mettre à la table des discussions. Est-ce toujours le cas? C'est à ces deux moments-là que vous faites référence, Françoise. Et si oui, quelle est la question? Je crois que la question initiale, c'était quand une personne est submergée par ses émotions. Ah, Est-ce que c'est vraiment efficace de faire parler une personne qui est submergée par ses émotions? Bien sûr que de toute façon, entre le rendez-vous à 2 et le rendez-vous à 3, il y a une demi-journée quand même. On se pose, on prend du recul, on prend de la hauteur. Et puis, il y a cette étape qui est essentielle où on laisse parler la personne jusqu'à ce qu'elle se sente de parler. Il y a le comment tu te sens, aussi longtemps que nécessaire. Vous vous rappelez de cette phrase ou pas? Si vraiment la personne est submergée encore et toujours par ses émotions, est-ce que parfois c'est grave de se retrouver en médiation alors qu'une personne est d'accord pour se mettre à table de discussion, mais a l'émotion qui monte? Moi, je me dis que non, dans le contexte que je viens de décrire. Par contre, si c'est une émotion trop forte de colère, d'agacement, de violence, etc., ça, c'est autre chose. Au revoir, monsieur ou madame Albertini.
J'ai une question concernant les fonctions RH de l'entreprise. On est Oui. l'Afterwork RH, beaucoup d'entre vous sont RH au sens large. Quel rôle, du coup, pour les RH, vu que là, on parle beaucoup de manager avec directement son collaborateur, quel rôle des RH dans cette gestion de conflit et dans ce que tu as pu nous présenter? Moi, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. J'observe juste qu'il y a deux types de RH. Il y a des RH qui sont coachs internes. J'adore parce qu'on les autorise ou ils s'autorisent à jouer leur rôle de RH pleinement. Et puis, il y a le RH qui est parfois un peu preneur de commande, soit parce qu'il ne s'autorise pas à, soit parce qu'on le cantonne à ça. C'est un peu binaire, peut-être mon ressenti, mais je trouve que le RH a un rôle pour moi d'abord d'accompagnement du manager dans la méthode, mais faire à la place du manager me semble un peu dommage, sauf si vraiment on est dans un point de non-retour, lorsque par exemple on sent que le manager est partie prenante pour une des deux parties. Vous me suivez ou pas? Je ne sais pas si c'est clair. Le rôle du RH peut être intéressant en tant que tierce personne, quelqu'un a posé la question tout à l'heure, lorsqu'on sent que le manager part déjà avec un a priori. Alors, et si le conflit, justement, il est entre… Ah bah justement, Jocelyne a posé la même question que j'avais posée. Et si le conflit, il est justement entre le manager et le collaborateur, là, pour le coup, le RH prend son sens pour gérer le conflit. Ou le N+2. Et voilà, moi, c'était ma question. C'est que si, entre guillemets, moi, manager, j'ai un problème avec un collaborateur, finalement, est-ce que c'est juste que ce soit le N+2, mais qui finalement n'est pas le manager direct du collaborateur, qui intervienne? Parce que là, les rôles se font sur 3 strates, du coup, c'est un peu plus complexe, je trouve, à gérer. Ça, c'est sûr, un peu comme une situation où on n'a pas parlé d'un conflit de mon collaborateur et quelqu'un de notre service. Oui. Euh, donc, moi, sincèrement, je trouve que dans le cas où donc, je suis N+2, j'ai un problème entre mon N-1 et mon N-2, je trouve intéressant que le RH et moi-même, nous puissions coacher quand même d'abord le manager, mon N-1, dans la gestion de tout cela, en shadow activity au début, en shadow conseil. Et vraiment, si vraiment c'est vraiment tendu ou qu'on sent que le manager, le N-1 n'est pas dans une certaine démarche, si la justice est à rétablir, malheureusement, moi je trouve que c'est quand même au N+2 d'intervenir. C'est quand même le patron. Quoi, et malheureusement ou heureusement, il y a des RH qui se mouillent et qui vont faire preuve d'écoute. J'en ai une que je connais très bien dans la salle qui fait ça, qui est très à l'écoute, qui va y aller. Mais donc, elle va coacher, elle va écouter et pas faire à la place d'eux. C'est ce que je ressens en tout cas. Et est-ce qu'on peut pas aussi demander, même si nous, managers, on est dans le conflit, demander aux collaborateurs, écoute, je vois qu'on est en conflit, on n'arrive pas à s'en sortir. Je préférerais du coup qu'on fasse appel à une personne extérieure. Qui, selon toi, serait la meilleure personne pour nous accompagner à régler ça? Excellent. Parce que là, on donne les clés du camion, on responsabilise. Bravo. Je ne sais pas qui a parlé, mais j'aime beaucoup en tout cas. C'est Aurélie. Bonjour Aurélie. C'est Aurélie comment Bonjour. alors? On se connaît Aurélie Foin. Bonjour Aurélie. J'ai oublié Peut-être de dire quelque chose, un truc important, toujours dans le préventif. Bon, vous avez remarqué quand même que je préférais 100 fois Cécile à César. Vous avez senti tous. bah, c'est normal. Ah ouais, c'est normal. Parfois, ce genre de relations, ces analyses subjectives relationnelles tiennent juste au fait que moi, j'aime bien aller, je sais pas, le bateau, par exemple. Et comme avec Cécile, on parle bateau, comme on fume la cigarette au rez-de-chaussée, forcément, il peut y avoir ce déséquilibre subjectif lié à la relation. Donc, s'il y a cette histoire de cigarette ou de bateau entre Cécile et moi, si moi, je suis le manager et que je dois aller mettre Cécile et César à la table des discussions, c'est déjà mal embarqué. Vous êtes d'accord ou pas? Et donc, d'où l'idée, je reviens dessus, de bien rendre nos one-to-one symétriques et faire vraiment des points fixes réguliers avec chacun pour ne pas laisser le pouvoir à l'autre de croire qu'il y a ce déséquilibre-là.
Pour le rendez-vous, je ne sais pas si j'ai répondu, quand il y a un problème entre un collaborateur de mon service et un collaborateur de notre service, l'idée, c'est quand même peut-être de voir mon collaborateur et puis ensuite de faire venir le manager pour entendre ce que mon collaborateur a à dire, faire la même chose avec l'autre collaborateur de l'autre service et ensuite de faire, en tout bien, tout honneur, un rendez-vous à 4. Peut-être une dernière question avant qu'on déconnecte. Que pensez-vous lorsqu'il y a un collègue qui prend parti pour l'un ou pour l'autre alors qu'il n'est pas concerné directement? Là, je pense, je ne sais pas. C'est-à-dire, donc, par exemple, dans notre cas, c'est comme si, par exemple, Jocelyne, qui est ma collègue et celle de César, avait commencé à prendre parti pour César, par exemple. C'est ça? La personne qui a posé la question et Oui, tout à fait. Oui, c'est des cas courants en fait que Oui. il y a 2 personnes qui sont en conflit et une personne qui est au milieu et qui se retrouve piégée en fait. Et des fois même le conflit se déporte sur cette personne-là parce qu'elle s'est retrouvée sans le vouloir ou pas. Hein. Après, c'est à vous de me donner Alors, votre avis. je donne un sentiment, d'accord? Et ça sera ma conclusion si Oui. on doit terminer. Tout à fait. Quand mes collaborateurs arrivent chez ABP Consulting, je repars ici vers ma salle de formation. Je lui dis, quel est votre prénom, la personne qui a posé la question? Nathalie, Bonjour Nathalie, bienvenue chez ABP Consulting. bonsoir. On va se dire tu juste pour la mise en situation, d'accord? Oui, tout à fait. En fait, tu vois Nathalie, ici, comme dans toutes les boîtes, dans toutes les entreprises, tu es d'accord qu'il y en a toujours un pour t'embêter dans une boîte. Tu as remarqué ou pas? Par exemple, Eh oui, et on l'appelle J'ai forcément dans réalité. Karpman, le fameux triangle de Karpman, le bourreau. Tu es d'accord? Mhm. Et toi, parfois, tu les as là, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être le client, le fournisseur ou moi-même ton manager. Tu es d'accord ou pas? Tout à fait d'accord. Et tu es d'accord aussi que si tu vas voir une copine et qu'elle te donne des solutions, tu ne vas pas les suivre. Tu es d'accord? Hein, forcément, on ne suit que les solutions qui viennent de nous. Ça dépend. Et parfois, d'ailleurs, quand tu as quelqu'un qui est en conflit, si toi, tu te mets en sauveur, tu as remarqué quand même ce qui se passe. Au bout d'un moment, la personne te fait oui, mais en face. Et tu t'uses avec cette personne qui est en conflit et tu n'arrives pas à. Et tu te retrouves victime. Et au bout d'un moment, ça t'agace. Donc, tu commences à lui gueuler dessus, c'est normal, parce qu'il te gonfle. Voilà. Écoute-moi bien. Si tu viens travailler chez nous, dans notre service, tu auras toujours le droit de te plaindre. Tu entends? Tu auras toujours le droit de les avoir là. Et tu trouveras toujours une oreille pour t'en parler. Normalement, chez ton manager, mais aussi dans l'ensemble, chez l'ensemble de l'équipe. On est comme ça, on s'écoute ici. On essaie en tout cas. Mais écoute bien, après t'avoir écouté 1 heure, une journée, une semaine ou un mois selon le niveau de douleur qui est le tien, écoute bien, je te demanderai forcément quelle est ta part de responsabilité. J'en ai parlé tout à l'heure, la responsabilisation. Et là, tu sais ce que tu vas me dire, mais ce n'est pas ma faute. Ben, c'est normal, tu es français, tu confonds la responsabilisation et la culpabilité. Surtout si tu es catholique comme moi. Enfin, moi, je ne suis pas très catholique. La culpabilité, tu me suis ou pas, Nathalie? Ah, moi, complètement, tout à fait. Et donc, merci, tu es super. Mais non, mais c'est bien, le triangle, de parler d'entrée de ce triangle, automatiquement, ça signe. recadre. Et tu vois, ce qu'on ne t'a jamais dit, Nathalie, je suis sûr, tu vois, dans 9 cas sur 10, c'est qu'on ne te dit pas quel est l'autre triangle. Mais si, dans certaines formations, on te le dit quand même. Ben, peut-être. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas de savoir si c'est la faute du bourreau ou pas. La question, c'est est-ce que j'ai le pouvoir, est-ce que j'ai le pouvoir de faire différemment? La question, c'est est-ce que quelqu'un m'enlève la permission d'aller jusqu'à la FNAC, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois? La responsabilisation, tu vois, c'est ça. Est-ce que je suis tétraplégique ou est-ce que j'ai la puissance d'aller jusqu'à la FNAC? En fait, quand je te demanderai quelle est ta part de responsabilité, d'abord, je ne te demanderai pas quelle est ta part. Je te demanderai, imagine que tu as 1% de part de responsabilité, quelle serait-elle? Je veux juste te demander si tu pourrais faire différemment. Est-ce que tu as appelé un ami? Parce que la différence entre les gens heureux et malheureux, ce n'est pas les cons qu'ils rencontrent. C'est la façon avec laquelle ils vont se responsabiliser. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai déposé le brevet, la dégiléjonisation. C'est-à-dire arrêter de penser que mon bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Ce qui est en soi est terrible, n'est-ce pas? Super comme conclusion. C'est ce que j'allais dire. C'est parfait.
Et pourtant, c'est la clé du bonheur, franchement. On n'est pas à l'abri que ça se passe bien. Non, mais c'est des clés qui sont importantes de rappeler. Merci. Avec plaisir, Nathalie. Nettoyer la relation dès le début avec le triangle de Karpman et surtout son pendant puissance, pouvoir, permission. Très important. Très bien. Voilà. Un grand merci, Alain, pour toutes ces informations. Un Merci. grand merci aux participants aussi d'avoir été nombreux, d'avoir été actifs dans le chat. Petite question, il y a plusieurs personnes qui ont demandé si le PowerPoint serait disponible. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, avec le QR code, si tu veux bien l'afficher, et bien sûr, the QR code is available. Tu vas voir, César va l'afficher. Si ça fonctionne, hein, je vais regarder si Dans ça le chat, fonctionne. je ne suis pas sûre qu'on puisse, mais en tout cas, on le partagera quoi qu'il en soit. On publie un compte rendu après chaque soirée. On le publie sur notre compte LinkedIn After Work RH Côte d'Azur sous forme d'article. Et dans le compte rendu, dans le résumé, il y aura les slides et le replay également qui apparaîtront. Impeccable. Je voulais juste dire merci beaucoup.